En 1962, il se prend d'affection pour une technique mécanique d'impression sur toile qui lui permet une reproduction infinie de ses œuvres, la photosérigraphie, un moyen provocateur de transformer sa création en production. Si le monde traditionnel de l'art trouve ça choquant, il s'ouvre tout de même les portes de certains cercles mondains et décadents. C'est à ce moment-là qu'il rencontre Émile de Antonio, une sorte d'agent artistique réputé pour son intuition. Une rencontre décisive pour la carrière artistique de Warhol. Warhol travaille d'arrache-pied et un jour présente deux toiles à Émile de Antonio, qui est très connu dans le milieu, comme une espèce de consultant en fait, de nez. Il lui montre d'abord une toile qui représente une bouteille de coca façon abstraction lyrique, c'est-à-dire donc avec beaucoup de sentiments, donc des dégoulinures, de la gestualité picturale, de l'expression du peintre et de la peinture. Et à côté, il lui présente une autre représentation peinte, mais sans gestualité, sans dégoulinure, d'une bouteille de coca. Et Émile de Antonio lui dit, c'est ça, cette espèce de pureté d'identification au modèle et sans commentaire. Le pop, c'est le sans commentaire. Sa proposition, c'est de produire, c'est d'être dans un système de production, c'est d'explorer la réalité de la quantité, fabriquer en grande série une image unique. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans un contexte où on est complètement submergé par les images. Plus on regarde quelque chose, et moins elle signifie. Dès 1962, la critique s'emballe. Les peintures de boîtes de soupe Campbell sont même surnommées la Joconde des temps modernes. Warhol a compris que le pop est l'art du factuel, l'art du présent. La consommation et le spectacle sont les nouvelles religions du XXe siècle. Pour réussir à se débarrasser de sa gestualité maniérée, il fallait qu'il se décervelle. I'd feel on safer ground than yours. Whatever you say. Il fallait qu'il se mette hors de lui, c'est-à-dire hors de sa sensibilité, et devenir une machine, parce que c'est ça, en fait, le projet de Warhol. C'est ni un projet marketing, ça n'est pas une pose, c'est véritablement un objectif artistique, inventer une forme. À la fin de 1962, le pop art américain est né et baptisé. Preuve de cette gloire fulgurante, presque toutes les œuvres de Warhol trouvent acquéreur lors de son exposition personnelle à la Stable Gallery, l'une des galeries les plus en vue de New York. Hanté par l'esthétique des médias de masse, Warhol est compulsif. Il consomme et collectionne le maximum de journaux. Le 4 juin 1962, il tombe sur une couverture qui annonce 129 morts dans un accident d'avion. D'une ironie mordante, il en fait un immense tableau de plus de 2 mètres, détournant ainsi l'imagerie morbide de la presse. Pour Warhol, en tout cas, témoin du développement des médias à grande échelle, il est bien évident que cette exploitation de la mort a un caractère presque insoutenable et crucial, révélateur d'une structuration de la société qui passe par une exploitation rarement délicate de la mort. C'est un des traits saillants du monde dans lequel il se trouve, au même titre que la beauté éthérée de Marilyn. Donc, là, encore une fois, on ne peut pas séparer les deux. Je rappelle d'ailleurs que la décision de peindre Marilyn est prise le jour où il apprend son suicide. Des célébrités mortes brutalement, des accidents de voiture, des attentats racistes. L'art d'Andy Warhol est tout sauf inoffensif.
La peinture est commémorative chez Warhol aussi. Elle est une commémoration de ce qui a disparu à jamais. Elle est une façon, comme dans toute tradition classique, de conserver, de préserver l'image de l'absent. Et les accidents de voiture sont d'autant plus pathétiques que ce sont les images de gens qu'on ne connaît pas, que ce sont les images d'anonymes, mais qui montrent bien un très haut niveau de densité critique, à quel point l'image de la mort reste une question centrale, non seulement du point de vue socio-philosophique, mais aussi du point de vue esthétique. Cette série dévoile la chaise électrique de la prison de Sing Sing. Un trône nu et brutal. Symbole violent d'une société où mort et spectacle s'entremêlent. La maison de Lexington est maintenant trop petite pour Warhol. Il a besoin d'assistants pour travailler et doit trouver un lieu pour ses productions en série. La rencontre avec Gérard Malanga va l'aider. Un étudiant, apprenti poète à la crinière brune flamboyante. En janvier 1964, ils investissent une ancienne fabrique désaffectée pour la recouvrir d'aluminium et de peinture argentée. La mythique Factory est née. C'était une usine à chapeau. Quand on a vu cet espace vide, sombre, lugubre, ce n'était pas très enthousiasmant. Mais Andy y a vu des possibilités. Alors il a signé le bail et on a emménagé. Je suis arrivée à la Factory. Vous savez, c'était un ascenseur, comme dans les vrais lofts autrefois. Quand vous ouvriez la porte de l'ascenseur, les grilles, vous étiez dans le loft. Il n'y avait pas d'entrée, pas de porte, pas de rien. Atelier. Warhol avait la Factory, c'était une autre forme d'avoir un atelier parce qu'il aimait être entouré par des folles, par des gens qui se droguaient, par des gens qui se travestissaient. Warhol aimait vraiment les gens étranges. Je pense qu'il aimait les gens en général. Il étudiait les personnalités. Il aimait être entouré. Avec cette idée de mélanger des gens incroyables venant de classes sociales différentes pour créer des frictions et voir ce qui se passait. Lieu de passage, lieu de paresse, de rencontre, haut lieu d'expérimentation spontanée, la Factory voit très vite se développer un mode de vie hybride et moderne. S'y entremêlent travail, paradis artificiel et fête jusqu'au bout de la nuit. Andy Warhol y fabrique ses propres stars. Hommes, femmes ou travestis. Les superstars sont des modèles, des muses, façonnés à l'image de l'usine à rêve hollywoodienne de son enfance. Dans tout le New York branché, le lieu agit immédiatement comme un aimant. Andy Warhol reste toujours debout, un peu à l'écart. Il est en même temps au centre de tout et à distance. Voyeur. Bien des gens pensaient que tout le monde tournait autour de moi à la Factory. Mais c'était tout le contraire. C'était moi qui tournais autour d'eux. Nous ne savions pas vraiment ce qui se passait à la Factory. Et il ne ramenait personne de la Factory à la maison. Il aimait que ce soit comme ça. À la maison, c'était son domaine privé. Il était tranquille avec sa mère qui prenait soin de lui. C'était très important pour grandir en tant qu'artiste. En 1965, contre toute attente, Andy Warhol annonce qu'il arrête de peindre pour se consacrer entièrement au cinéma. Je me souviens au milieu des années 60, quand il a dit qu'il arrêtait la peinture. Ça n'avait aucun sens. Il avait tant de succès. Surtout pour faire des films que personne ne comprenait. Des films très arty, très étranges.
New York, et pas seulement New York d'ailleurs, la côte ouest aussi, comme San Francisco, développait d'autres mouvements cinématographiques. En fait, c'était des mouvements qui s'éloignaient du cinéma narratif d'Hollywood pour aller vers des formes de cinéma plus poétiques et plus abstraites. Jonas Mekas, pionnier du cinéma expérimental, tient alors l'unique salle new-yorkaise où l'on peut voir des films underground. La première série de films qu'il m'a apportée, c'était une série baptisée Kisses. Il avait décidé de les projeter non pas à la vitesse normale, mais plus lentement. C'était vraiment un coup de génie. Il aurait pu le projeter en 24 images par seconde, mais ça aurait été ennuyeux et non pas réaliste. Mais en le ralentissant, ça devient comme de la super-réalité, un peu comme dans un rêve. Ce qui était dans l'air à ce moment-là, dans tous les arts, c'était l'art en temps réel. Et ça, il l'a transposé au cinéma. Sa plus grande contribution a été de revenir aux origines du cinéma et de le réinventer. Il était les frères Lumière des années 60. À la manière du cinéma primitif, sans montage, Warhol observe la vie quotidienne. Ses films sont comme des tableaux, à peine en mouvement, dans la continuité de sa peinture. À cette époque, Agnès Varda, la réalisatrice de Cléo de 5 à 7, travaille elle aussi sur la temporalité au cinéma. De passage à New York, elle se rend à la Factory, car elle a en tête de tourner avec une des superstars de Warhol, Viva. Nous, la petite nouvelle vague, quand on arrivait en Amérique, on était connus comme tels. Donc, Andy était content de me voir. Très gentiment, il m'a accueilli, on a parlé de choses et d'autres. Et je lui ai dit, entre autres, que je voulais rencontrer Viva pour la faire tourner. Alors, il lui a dit, Viva, you must work with her. She's great, she's great. Alors, Viva, elle s'en foutait, quoi. Et il a dit, she made a wonderful film, Cleo from 5 to 7. If I had made it, I would have shot between 5 and 7. Ça, c'était le mot de la fin, quoi. Il l'aurait fait en 2 heures, moi, je l'ai fait en 2 mois. Mais moi, ça m'a énormément plu de venir de France, où on était quand même classique, sage, surtout dans les années 60. Tous essayaient d'écarter les perceptions classiques, d'écarter les représentations classiques. Et Warhol, sur ça, c'est un pionnier formidable. Son film le plus radical, Empire, un plan fixe de l'Empire State Building, filmé en juillet 1964. Projeté au ralenti, le film dure 8 heures, sans aucune coupe. Les gens détestaient ces premiers films. Quand on a projeté Empire en salle, les gens balançaient des choses sur l'écran et Andy était au fond de la salle et il me demandait « Tu crois vraiment qu'il déteste ?» Je lui ai répondu « Oui, oui, je crois. » Il a révolutionné le cinéma simplement en s'attaquant au temps, dans sa continuité. C'est-à-dire que c'est très important que quelqu'un ait fait ça. Ça ne veut pas dire qu'on va se précipiter voir ça tous les jours au cinéma. Mais c'est un vrai tournant pour moi dans le cinéma. Après, on n'a jamais pu voir le temps tout à fait pareil. Moi, je pense qu'il y a le cinéma d'avant Andy Warhol et le cinéma d'après. En 5 ans, Andy Warhol tourne près de 60 films, réalisant ses expérimentations à la même cadence industrielle qu'il fabriquait ses toiles. Se rêvant producteur de son propre studio avant-gardiste, il veut maintenant voir son nom associé à un groupe de rock. En 1965, il assiste avec Gérard Malanga à un concert au Café Bizarre. Devant eux, le Velvet Underground. On est allé les voir, c'était une performance, l'après-midi vers 15h, dans ce café à Greenwich Village. Il n'y avait pas de scène, juste des tables, des jeunes, pas de sono, rien. J'avais un fouet à ma ceinture comme un accessoire de mode,
Et à un moment, j'ai détaché le fouet de ma ceinture et j'ai commencé à danser avec pendant la performance. Et en 5 minutes, tout le monde s'est levé et s'est mis à danser, alors que personne ne dansait au début. Warhol est immédiatement séduit par leur style brut et poétique, sorte de complainte érotique et désaxée, aux paroles crues. Warhol propose aux Velvet de faire de la Factory leur lieu de répétition. Personne ne prenait ça au sérieux. Personne n'a senti que ça deviendrait important. À ce moment-là, tout le monde pensait que Nico était juste une mauvaise chanteuse. Ça faisait juste partie de notre vie. Lou Reed et Andy étaient connectés. Il se passait quelque chose de spécial entre eux. Ils repoussaient les limites. C'était une période excitante d'être à New York et de faire ce qu'ils faisaient. Ça faisait partie du concept de mon oncle de mélanger musique, danse et film pour en faire une grande performance artistique. Le Velvet devient partie prenante de la Factory, lui donne une nouvelle identité, plus rock et underground, du punk avant l'heure. La période est hystérique, de plus en plus de monde passe à la Factory. En 1968, l'esprit de provocation et l'impertinence gagnent du terrain. C'est une période violente et inquiétante de l'histoire de l'Amérique. CBS News in New York with a special report on Martin Luther King, the aftermath. L'assassinat de Martin Luther King déclenche des émeutes dans la plupart des grandes villes. Au printemps, le bâtiment qui abrite la Silver Factory va être démoli. Il faut déménager. Warhol trouve l'endroit idéal dans cet immeuble au sud de Manhattan. Une nouvelle factory qui va être le théâtre d'un épisode tragique. Parmi toutes les personnalités étranges qui passent à la factory, il y a Valérie Solanas. Ouvertement homosexuelle, elle vient de publier le Scum Manifesto, un pamphlet féministe et radical. Elle était enragée, cette Valérie. Elle faisait partie d'un groupe qui s'appelait SCUM, Society to Cut Up Men. Grand projet de castrer les hommes. Un jour, Valérie Solanas propose un scénario de film à Andy Warhol. Le titre, Up Your Ass. Il n'est pas intéressé. Et au bout d'un certain temps, il finit même par lui annoncer qu'il a égaré le script. Dans l'après-midi du 3 juin 1968, Valérie Solanas se présente à la nouvelle Factory. Elle attendait dans le hall. Ils ont pris l'ascenseur ensemble. Il y a eu une conversation téléphonique avec Viva qui était dans un salon de coiffure. Elle attendait pour sa coupe et Solanas a pris son pistolet et lui a tiré dessus. Il était au téléphone. Warhol était recroquevillé sur lui-même. Donc la balle l'a traversé par le côté et non de face. Ça a transpercé 6 ou 7 organes. L'ambulance a mis du temps à venir. Quand il est arrivé à l'hôpital, il était presque mort. Il avait perdu beaucoup de sang. Il a été opéré pendant 5h30. Après l'opération, il était allongé dans sa chambre d'hôpital. Il a pensé être mort, car il entendait à la télévision que Kennedy avait été assassiné. Et il a pensé, c'est ce qui arrive quand tu meurs, tu revis l'histoire. Il n'avait en réalité aucune idée que c'était Robert Kennedy dont il était question. C'est ce qu'il a dit en tout cas. Mon plus vieux frère Paul, qui voulait être prêtre, est resté avec lui plusieurs mois cet été-là. Ce fut une expérience dramatique pour tout le monde, et surtout pour mon oncle, qui a mis des mois à s'en remettre. Après 2 mois de convalescence, sauvé mais très affaibli, il rentre chez lui. Il a dit « Je suis un survivant ».
Il va avoir le sentiment, dit-il, de vivre là, du coup, dans un autre monde, un monde beaucoup plus incertain. Il dit à un moment, je crois, je n'avais peur que de Dieu seul, et maintenant tout a changé. Cette photo est absolument invraisemblable. Il y a une trace là qui doit être montrée. Ça témoigne aussi de sa capacité à prendre des distances de façon majestueuse. Et cette photo, ce sont les stigmates de cette presque mort qu'il a endurée et la preuve de sa résurrection. Ce fut un grand tournant dans sa carrière. Son travail a changé, sa personnalité a changé. Il est devenu plus prudent. Mais sa créativité a décliné. Pendant les années qui suivent, Andy Warhol a peur. Une peur viscérale. Traumatisé, il fait place nette. Ses anciens comparses quittent la Factory. Plus de superstars, plus de personnalités marginales. En renonçant à cette communauté qu'il a inspirée pendant des années, il perd sa créativité. Voilà, pour lui, la différence, c'est que les années 70 sont vides. C'est peut-être de ça dont traite sa production des années 70, le vide. En mai 1969, le magazine Esquire fait sa couverture sur Andy Warhol, noyé dans une boîte de soupe Campbell. Le titre est sans ambiguïté. Le déclin et l'effondrement de l'avant-garde américaine. En 1970, Andy Warhol continue de faire le vide autour de lui et renvoie sa mère à Pittsburgh chez ses frères. Julia meurt le 22 novembre 1972. Comme 30 ans plus tôt, à la mort de son père, Andy n'assiste pas à l'enterrement et ne parle à personne de la mort de sa mère. Une nouvelle Factory naît de ses peurs. The Office. Obnubilé par la mort de manière névrotique, il se réfugie dans une pratique compulsive de l'enregistrement. Son magnétophone et son Polaroid ne le quittent plus jamais. Il évolue, caché derrière son viseur, façon de voir sans être vu, d'être présent sans en être. Il jouait avec les frontières. Il était critiqué par le milieu artistique new-yorkais parce qu'il sortait trop. Mais c'était sa façon de travailler. Il enregistrait, filmait ce qui l'entourait, prenait des polaroïdes des gens qu'il rencontrait. Documenter son temps faisait partie de son art, de ce qu'il voulait faire. Andy Warhol change d'univers, d'atmosphère. Il évolue de plus en plus dans le monde de l'argent. C'est plus du tout la même chose, c'est des hommes d'affaires avec la petite mallette qui viennent, qui sortent, il tourne plus de films, il dirige l'interview, il fait des émissions de télévision, il y a un changement complet. En 1971, Fred Hughes, son agent et son confident, et Bruno Bischofberger, son marchand d'art suisse, développent l'idée des portraits sur commande dans un but lucratif. Andy a très vite saisi l'importance artistique de cela, parce que de tout temps dans l'histoire de l'art, les classes aisées commandaient des portraits. Pendant les années 70, Warhol vend son talent. Mick Jagger, John Lennon ou Grace Jones, de nombreuses stars lui commandent des portraits. Il en produit entre 50 et 100 par an pour des sommes astronomiques. Son œuvre n'est ni personnelle, encore moins politique. L'artiste tourne à vide. Ses portraits vont occulter son retour à un art plus sombre et intime. En 1976, Warhol réalise les Skulls, une série de 60 crânes sérigraphiés. Tel un revenant, il semble tomber le masque, regarder son public en face, lui dévoilant pour la première fois ses obsessions mystiques. En 1978, il produit les mystérieuses Shadows, des ombres abstraites multipliées à l'infini. Elles laissent entrevoir des rêves obscurs, hallucinatoires.
C'est vrai qu'en regardant ses peintures plus abstraites, on peut penser qu'il devenait plus introverti, plus spirituel dans son travail. Les shadows ont eu l'effet d'une bombe dans le milieu de l'art. Les critiques ne savaient pas quoi en faire. Elles sont si spirituelles, belles, immatérielles. La toute fin de l'œuvre de Warhol est au moins aussi extraordinaire que la toute première. Les ombres, c'est quelque chose de prodigieux. Il y a aussi les camouflages qui sont prodigieux. Il y a les peintures au diamant, les peace painting. Toute la fin, c'est comme un pommier qui va mourir, vous savez, il fait beaucoup de fleurs. Andy Warhol semble sentir venir sa propre mort. Ses œuvres sont maintenant ouvertement religieuses. Sa dernière œuvre en 1987, une variation autour de la scène de Léonard de Vinci. Il a peint la scène en 1986, quelque temps avant sa mort. Tous les membres de notre communauté ont dans leur cuisine ou leur salon une reproduction de la scène pour leur rappeler l'importance de cet événement biblique. Et même s'il ne parlait pas de religion, le divin était quelque chose qui l'habitait fortement. Je crois qu'à ce moment de sa vie, il avait besoin de l'exprimer. C'était sa façon de communiquer. Il n'allait pas grimper sur une de ses boîtes Brio pour clamer haut et fort « Hé les gars, je suis religieux !» Il a plutôt choisi une façon discrète, en affirmant « Regardez, la religion c'est important pour moi et je veux peindre quelque chose qui me touche profondément. » C'est l'avantage du succès, c'est que ça vous libère quand même d'un certain nombre de contraintes. Et il exploite ce succès en partie pour faire quelque chose qu'il avait sans doute envie de faire depuis longtemps. Il peut explicitement renouer avec des thématiques chrétiennes, les prendre comme sujet de sa peinture. Il rend explicite ce qui était implicite dans un certain nombre de ses tableaux des années 60. Le 22 février 1987, Andy Warhol meurt à 58 ans d'un arrêt cardiaque à la suite d'une banale opération de la vésicule biliaire. À New York, 2000 personnes se rassemblent pour une messe où s'enchaînent les discours des proches, laissant entrevoir au public la foi de l'artiste. Après sa mort, on a su qu'il allait à la soupe populaire aider les sans-abri. Il ne nous l'avait jamais dit. Ça vous montre quel genre de personne il était. C'est une autre facette intrigante et singulière, donc Andy. On n'a jamais parlé de choses privées. Andy n'aimait pas ça. Je savais qu'il allait à l'église parce que je passais le prendre le dimanche. On s'arrêtait à l'église du coin et il y entrait quelques minutes. Il ne parlait pas de ça. C'était de l'ordre du privé. Ça me manque, ce contact intime que j'avais avec lui. Il était toujours intéressé par ce que je faisais. Il me faisait partager son travail. Et vous savez, il restera pour toujours notre oncle Andy.